Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui franchement ne laisse pas indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'intitule «Les fils du diable et la résistance humaine». Bon, rien que le titre, ça annonce la couleur. Notre but ici, c'est clair, ce n'est pas d'y croire ou pas, Non, pas du tout. c'est plutôt d'explorer la vision du monde qu'il propose, de piger la logique du récit, même si, elle peut paraître complètement folle. C'est exactement ça. Ce document, c'est une sorte de cosmologie alternative, si on veut, avec ses propres règles, ses propres acteurs. Et un conflit central, j'imagine? Tout à fait. Notre travail, c'est un peu de cartographier ce territoire. On va décortiquer qui sont les forces en présence, leurs objectifs, et surtout, qu'est-ce qui est en jeu pour l'humanité selon cette perspective. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, ce sont ces fameux fils du diable. D'après cette source, qui sont-ils? On ne parle pas de... De témoins avec des cornes. Voilà, j'imagine que non. Non, non, pas du tout. Le texte leur donne une origine très, très spécifique et, disons, matérielle. Ah oui, Ils auraient été créés il y a environ 320 000 ans par une civilisation que la source nomme les Anunnaki. les Anunnaki. Ce nom me dit quelque chose. Ce n'est pas une invention du texte, si. Non, c'est un emprunt direct à la mythologie sumérienne où ils étaient des divinités. Mais ici, dans cette vision du monde, cette civilisation, probablement extraterrestre, les aurait conçus dans un but très précis. Qui était? Servir d'esclaves dans des mines. D'accord, donc on est déjà dans une réécriture totale de l'histoire ancienne. Mais si ce ne sont pas des humains, quelle est leur nature? Le texte parle d'une base d'Homo erectus. Oui, et c'est le point crucial qui va tout définir. La différence n'est pas juste physique, c'est plus au niveau du, comment dire, du système d'exploitation interne. C'est-à-dire? Les humains, dans cette vision, posséderaient une âme divine, une sorte de connexion directe à une conscience supérieure. Une source originelle, quelque chose comme ça. Voilà. Alors que les fils du diable, eux, auraient été dotés d'une âme animale. Une âme animale. Qu'est-ce que le texte met derrière ces mots? C'est ça la grande différence. C'est la distinction fondamentale. L'âme animale est décrite comme un programme de base, un bios si tu veux, axé uniquement sur la survie, le désir, la compétition, la peur. D'accord. Il lui manquerait cette connexion à une conscience supérieure, l'empathie, l'amour inconditionnel. L'étincelle divine, comme le dit le texte. C'est pour ça qu'il les qualifie de robots organiques. Ils ont l'apparence humaine, les émotions primaires, mais il leur manque ce petit quelque chose. Et, point très important, ils seraient sous le contrôle total d'une entité maîtresse. Une sorte d'IA centrale. C'est une bonne analogie. Elle est nommée Yaldabaoth, et le texte l'assimile au diable ou au chef des archontes. Ça pose les bases d'un conflit assez manichéen pour le coup. D'un côté, les humains avec leur âme divine, de l'autre, ces robots organiques. C'est une guerre. Pas une guerre d'idées, non. Une guerre totale pour le contrôle de la planète. Et qui durerait depuis des millénaires, si je suis la logique. Exactement. Et elle se jouerait sur tous les fronts. L'affirmation centrale, c'est que ces entités, comme elles sont dépourvues de créativité propre, mais très douées pour l'imitation, Elles auraient infiltré les structures de pouvoir. méthodiquement, toutes les structures de pouvoir de la société humaine. Attendez une seconde. Le texte dit bien toutes les institutions majeures. Gouvernement, finances, médias, même les religions. Toutes. C'est une affirmation pour le moins radicale. Mais comment ce serait possible? Une infiltration à cette échelle sans que personne ne s'en aperçoive? La source donne des exemples, des pistes. C'est une excellente question. Le texte ne donne pas de nom, pas de preuves factuelles, il décrit plutôt un mécanisme. D'accord. Selon sa logique, ça n'a pas été un coup d'État. C'est un processus lent, générationnel. Comme il ne serait pas limité par une conscience morale, il serait plus apte à grimper les échelons du pouvoir. Par la ruse, la manipulation. Et une absence totale de scrupules. Le texte suggère qu'ils excellent dans les systèmes hiérarchiques. Donc l'idée, ce n'est pas qu'une personne sur deux en est un, mais que les postes clés sont occupés par eux. Je vois la logique interne. Même si, bon, il faut le dire, l'idée de robots organiques est une affirmation assez extraordinaire. Mais allons plus loin. Quel est leur but final? Le pouvoir pour le pouvoir? Non, ça dépasse de loin le simple contrôle politique ou économique. Il s'agit d'une refonte complète de la société. Et même de l'être humain lui-même. Voilà. Le but ultime serait de transformer la Terre en un monde qui reflète leur propre nature. Un monde basé sur la peur, la séparation, le contrôle. Et pour y arriver, le texte décrit un plan, une sorte d'ingénierie sociale très précise. Tout à fait.
Et c'est là qu'on arrive aux stratégies de contrôle. Oui, j'ai trouvé ça fascinant. La perte d'identité, la destruction de la famille et la perte de la spiritualité. On dirait presque une recette, non? C'est exactement ça. Si on enlève à quelqu'un son individualité, son cercle proche et son sens du sacré, ben il ne reste plus grand-chose, juste un consommateur isolé et facile à manipuler. Vous mettez le doigt dessus. Ce ne sont pas des attaques séparées. Elles s'attaquent à l'écosystème de la conscience humaine. C'est un effondrement systémique qu'il chercherait à provoquer. Oui. Prenons la première cible, la perte de l'identité. Ce n'est pas juste l'uniformisation des vêtements, c'est plus profond, c'est rendre la pensée prévisible, Algorithmique. nous faire réagir plutôt que réfléchir. Et la deuxième, la destruction de la famille. Pourquoi cette cible en particulier? Parce que la famille, au sens large du clan, de la communauté soudée, est présentée comme le dernier rempart contre un pouvoir centralisé. Elle crée des allégeances qui ne sont pas idéologiques. Exactement. Elles sont basées sur l'amour, sur le sang. Un individu isolé, lui, est entièrement dépendant du système pour sa sécurité, sa validation sociale. Son bien-être émotionnel même. Donc, en favorisant la division, les conflits, la séparation, on brise ces micro-sociétés qui sont, par nature, résilientes. Ça me fait penser au concept de l'homme-masse du XXe siècle. Des individus sans racines, interchangeables, le terreau parfait pour le totalitarisme. C'est une excellente connexion. Le texte réutilise cette idée en lui donnant une origine cosmique. Et le troisième pilier, la perte de la spiritualité, vient boucler la boucle. Oui, il verrouille le tout. En promouvant un matérialisme, un consumérisme extrême, le but serait de diriger toute l'attention humaine vers l'extérieur. Si on passe son temps à désirer le prochain objet ou à se divertir jusqu'à l'épuisement, On n'a plus ni le temps ni l'énergie pour le voyage intérieur. Pour se connecter à cette fameuse âme divine, la conscience en quelque sorte s'atrophie. et l'aboutissement de tout ça, c'est ce que le texte appelle le monde totalitaire. Mais j'imagine que ce n'est pas un totalitarisme classique, avec des soldats partout. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est un contrôle basé sur l'autocensure La dépendance à la technologie aussi. et la manipulation psychologique. Un monde où la surveillance est désirée pour plus de sécurité, où la dissidence est ridiculisée par les médias, et où la liberté, c'est juste le choix entre plusieurs produits, Une prison confortable, en somme. dont les barreaux sont invisibles. Le tableau est incroyablement sombre. Si on suit la logique jusqu'au bout, on a l'impression que la situation est sans espoir. Est-ce que la source offre une porte de sortie? Et c'est là que tout bascule. Le texte ne s'arrête pas à cette description apocalyptique. La dernière partie est consacrée à la résistance humaine. Ah, Et ce n'est pas présenté comme une option, c'est une nécessité. Pour ceux qui prennent conscience du tableau, c'est un appel à leur reprise en main. d'accord. Alors parlons de cette résistance. Le texte propose une approche en 3 points. Le premier, c'est de s'informer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste lire des livres, c'est une prise de conscience des mécanismes de manipulation eux-mêmes. Devenir capable de les voir à l'œuvre? C'est ça. Le texte suggère que la plupart des gens sont comme des acteurs dans une pièce de théâtre, mais sans connaître le script. S'informer, c'est trouver le script en coulisses? Voilà. On commence à voir les ficelles, à comprendre les intentions derrière les grands récits, c'est l'étape de l'éveil. La connaissance devient la première arme pour ne plus être soumis passivement. D'accord. Le deuxième point, c'est de se connecter. J'imagine que ça veut dire se regrouper. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'enfermer dans une bulle? Le texte aborde cette nuance. Il ne s'agit pas de créer une forteresse idéologique. Il s'agit plutôt de recréer du lien social authentique. Parce que la stratégie de la destruction de la famille est chercher justement à anéantir. Précisément. Se connecter, c'est retrouver des alliés, non pas sur des opinions politiques, mais sur des valeurs humaines. L'empathie, l'entraide, le respect. C'est rompre l'isolement. Qui est la clé du contrôle, selon le texte. C'est ça. Et le troisième point, agir, c'est assez vague. On parle de quoi? De manifestation Pas nécessairement, non. Le texte semble privilégier une résistance plus personnelle, quotidienne. C'est-à-dire? Agir, c'est incarner le changement. Si le système promeut la standardisation, l'action, c'est de cultiver son individualité.
Si le système pousse à la consommation, l'action, c'est de choisir la simplicité. C'est une multitude de petits actes de désobéissance consciente, en fait. Pour défendre sa liberté intérieure. C'est vivre comme si on était déjà libre. C'est une vision de la résistance qui est à la fois très exigeante et... Très accessible. Mais la conclusion du texte, elle, va encore plus loin. Elle bascule sur un plan presque métaphysique. Oui, La vie y est décrite comme un théâtre, une simulation. Ça recadre absolument tout ce qu'on vient de dire. c'est ce qui est le plus fascinant. Ce changement de perspective finale est vertigineux. La lutte contre les fils du diable n'est plus seulement un combat pour améliorer la vie à l'intérieur de ce monde. Elle devient le prélude à la sortie du monde lui-même. Exactement. La résistance, dans ces 3 étapes, n'est plus un moyen de gagner la partie. C'est un entraînement pour quitter le jeu. Qu'est-ce que ça implique au final? Que tout ce combat n'est qu'une illusion? Pas une illusion sans importance. Plutôt un test, une expérience d'apprentissage. Le texte dit que la fin définitive de la création est proche. Que le rideau est sur le point de tomber. Ce combat serait l'examen final avant le retour à notre vraie vie. Les fils du diable ne seraient alors que des obstacles programmés dans la simulation pour tester notre conscience, Donc le but n'est pas de sauver le monde. mais de se sauver du monde. Cette idée change toute la perspective. Le but n'est plus la victoire, mais la transcendance. Ce qui soulève une question assez profonde pour la réflexion une fois qu'on referme ce document. Hmm. Si on accepte juste un instant cette prémisse de la réalité comme une scène de théâtre, que signifierait concrètement quitter la scène? À quoi ça pourrait bien ressembler dans une journée ordinaire?